Allez, nous sommes mardi 26 février, 26 mars, voulais-je dire, 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous à cette émission, votre magazine Semel Chevaux, qui a aujourd'hui le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Fabrice Pelende. Il est cadre du MLC, président de la jeunesse avenir du MLC. Il est également candidat malheureux à l'élection de 2023, justement, candidat député malheureux à l'élection 2023. Avec lui, nous avons retenu des sujets où nous allons justement évoquer cette crise de confiance qui s'installe aujourd'hui entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, après justement la réplique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui qualifie Paul Kagame de perturbateur, pendant que le Congolais attendent justement les discussions entre les deux pays. Est-ce que cette crise qui s'installe entre les deux présidents ne pourrait justement pas nous apporter de solutions, parce que nous attendons que l'Est de la République démocratique du Congo soit pacifié. Avec notre invité aussi, nous allons revenir sur la levée du moratoire. Vous le savez, la peine de mort sera comme ça exécutée en République démocratique du Congo. Telle est la proposition justement de Jean-Pierre Bemba, VPM de la Défense. Est-ce que cela pourrait apporter une solution malgré les réactions de politiques de la société civile, aussi de l'Église catholique? Mesdames et messieurs, je l'ai dit dès l'entame de cette émission que nous recevons pour vous, monsieur Maître Fabrice Pelende. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. J'ai salué nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Je salue également l'équipe technique qui nous accompagne tout au long de l'émission. Je ne commencerai pas l'émission sans saluer le président du mouvement de libération du Congo, le président Jean-Pierre Bemba. Je salue aussi la co-journaliste, malgré que vous ne l'avez pas fait, mais je la salue quand même en passant, et je pense que nous allons partager un bon moment pour parler et c'est-à-dire décortiquer les réalités politiques de notre pays. Merci beaucoup, Maître Fabrice Pelende. Elle est avec moi comme à l'accoutumée. Madame Tania Moubouadi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, merci beaucoup. Bonjour Maître Fabrice Pelende. Bonjour. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Très bien, allez, c'est parti pour le 45 minutes d'échange avec notre invité. Maître Fabrice, avec vous, vous êtes politique, c'est vrai. Nous voulons justement avoir votre lecture sur les déroulements des élections au Sénégal, parce que vous êtes politique. C'est un modèle, aujourd'hui le Sénégal est un modèle de la démocratie pour l'Afrique. Ça s'est passé en 24 heures et nous avons connu le successeur de Macky Sall, monsieur le président Bassirou Diomaye Faye. C'est lui l'actuel, le 5e président du Sénégal. Quelle lecture faites-vous justement de ce qui s'est passé dans ce pays? D'abord, nous sommes regardants de la politique internationale, à l'occurrence ce qui se passe en Afrique, puisque ce qui est vrai aujourd'hui, le Sénégal doit être pris comme modèle et comme exemple. Au premier regard de ce qui s'est dégagé de ces élections, je relève des aspects, c'est-à-dire d'une part il y a la jeunesse, d'autre part il y a le peuple avec son pouvoir. Et vous devez savoir aussi, ce n'était pas gagné en avance, puisqu'il y avait aussi une situation qui pouvait à tout moment mettre à mal la démocratie sénégalaise, puisqu'on le sait bien entendu que le Sénégal est le seul pays africain de l'Ouest, si on peut le dire, qui n'a jamais connu de coup d'État, qui a toujours eu un président démocratiquement élu. Mais on a voulu assister à un scénario formaté par Macky Sall pour mettre en brille au fait cette démocratie. Heureusement pour eux, ils ont un conseil constitutionnel aguerri qui est prompt des réalités politiques et de la démocratie qui s'est dégagée dans ces pays depuis Sédar Senghor, qui a pratiquement mis une ligne rouge à ne pas franchir pour ne pas tomber dans la bavure, comme on le voit dans les restes pays africains où les présidents peuvent se prévaloir de certains pouvoirs exorbitants pour mettre à mal la démocratie. Mais il y a un recadrage systématique et drastique qui a été observé par la Cour, le Conseil constitutionnel, ce qui est équivalent à la Cour constitutionnelle chez nous ici, justement, que nous félicitons. Cette neutralité, cette efficacité du reflet démocratique, ça montre à suffisance que l'Afrique a des exemples. Et aujourd'hui, à travers les élections au Sénégal, nous avons vu la jeunesse en première position. Nous avons vu également la population, comme je venais de le dire tantôt, qui a fait ce qu'on appelle l'expression populaire. Alors c'est une victoire non seulement pour le Sénégal, mais c'est une victoire également pour l'Afrique. Et surtout que nous savons que dans le programme subsidiairement relayé
par les candidats Ousmane Sonko, puisqu'il faut aussi apporter une précision. Le vrai président, c'est Ousmane Sonko. Comme il a été empêché à tout bout de champ par, vous comprenez, par ces dilatoires politiques, cette situation fallacieuse de pouvoir toujours empêcher celui qui est favori de ne pas concourir à la magistrature suprême. Or, les gars avaient un deuxième coup, c'est-à-dire une deuxième phase qu'il avait préparée, c'est-à-dire c'était Diomaye. Alors Diomaye également a fait les jeux de son mentor, et aujourd'hui, je pourrais dire qu'il est les reflets de Sonko à la sommité de la gestion de la République, mais c'est lui qui est aux commandes en tant que reflet ou miroir d'Ousmane Sonko. En réalité, le vrai président, c'est Ousmane Sonko. Très bien. Alors, maître, est-ce que vous pensez que les réalités des élections sénégalaises sont, je dirais, loin d'être les nôtres? Les contextes sont paradoxaux. Les contextes ne sont pas les mêmes. Historiquement, par là, depuis 1960, nous n'avons pas connu la même philosophie politique, nous n'avons pas connu la même idéologie politique, ni la même direction politique. Parce que nous devions savoir que le premier président du Sénégal, Sédar Senghor, a démissionné. Il a laissé le pouvoir à son prédécesseur de manière démocratique et voulue. Il a même pris à court le processus démocratique, puisqu'il pouvait se représenter, comme on l'a vu dans les décennies qui suivaient, juste après l'indépendance de l'Afrique, il y a eu des dictateurs, partout en Afrique, sauf au Sénégal. Donc c'est une question qui a déjà attiré des attentions, et jusqu'à aujourd'hui, cette réitération du système démocratique qui s'est implanté depuis 1960 garantit, c'est-à-dire cette Afrique sereine, cette Afrique teintée de moralité positive, et aujourd'hui on ne peut le prendre comme exemple, mais dans les contextes de la République démocratique du Congo, c'est tout à fait paradoxal, diamétralement opposé avec ce que nous avons vécu. D'abord, au lendemain de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il y a eu un coup d'État qui nous a pris en otage pendant 32 ans et a succédé à des guerres qui jusqu'à aujourd'hui continuent à ronger et à mettre à mal le système politique de notre pays. Bien que nous parlons de la démocratie, mais nous avons vu ce que Kabila a fait. Et Macky Sall voulait pratiquement emboîter les pas en cherchant à repousser les élections en violation de son délai lié à son mandat. Mais Kabila est parvenu à les faire. Et nous avons eu aussi une cour constitutionnelle qui a concédé à cela, ce qui montre la fragilité, excusez-moi, démocratique qui s'est imprégnée de la politique et de la réalité contextuellement politisée de notre pays, ce qui a fait échec à cette situation et que nous avons vu Kabila demeurer pendant 2 ans en violation de la Constitution. Et pire encore, il n'y a pas de brèche scellée. Cette situation peut à tout moment rebondir et il n'y aura aucune contrainte, je dirais, sur le plan juridictionnel qui pourrait empêcher à ce qu'un tel forfait se reproduise. Et malheureusement, les autorités habilitées à des surcroît ne font rien pour que nous puissions nous adapter à ce standard démocratique international. Alors, maître, vous avez ici rendu hommage au peuple sénégalais, à la jeunesse. Vous avez rendu hommage à la justice sénégalaise pour sa rigueur, justement, aussi le caractère d'homme d'État d'Ousmane Sonko. Vous l'avez rendu hommage aussi au cours de cette émission. Mais maître, j'aimerais savoir, parce que c'est la dernière question avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que la République démocratique du Congo aujourd'hui a un peuple comme le peuple sénégalais? À des hommes d'État comme Ousmane Sonko, parce qu'il y a certains Congolais qui sont revenus même sur ce même scénario en RDC en 2006, où Jean-Pierre Bemba était allé aux élections. Étienne Tshisekedi avait refusé de l'accompagner, de le soutenir. Le même cas aussi en 2011, Étienne Tshisekedi est allé aux élections, Jean-Pierre Bemba a refusé de le soutenir. Est-ce que la RDC a aujourd'hui, ou aura peut-être dans les jours à venir, d'hommes d'État comme Ousmane Sonko? Est-ce que la RDC aura aussi un peuple, justement, une jeunesse consciente comme ce jeune qui est aujourd'hui le 5e président du Sénégal? C'est question d'abord de la qualité de la population. Notre population, sur le plan idéologique, n'a pas la même qualité politique que le peuple sénégalais. Ici, j'évoque l'aspect de l'intégralité. Il faut se dire sans embâche aussi que le peuple sénégalais est teinté d'une moralité qui me renvoie à l'intégrité des personnes même, dans les chefs de la population, qui prennent l'outil politique comme une cause publique et non individuelle. Puisque vous devez savoir aussi, cela remonte aussi avant l'indépendance du Sénégal. Le Sénégal est exceptionnellement un pays africain qui a connu un même État
avec des gouvernements coloniaux. Je vais m'expliquer. Est-ce que vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le gouvernement de Vichy qui contrôlait le Sénégal, mais le gouvernement de De Gaulle également est venu vouloir contrôler le Sénégal. Il y a eu déjà ces rapports de force-là qui a renvoyé à une mise à nu de la politique internationale, qui a aguerri le peuple sénégalais en lui faisant comprendre que l'égalité ou l'équilibre des forces n'est pas uniquement de la volonté populaire. Puisqu'en France, il y avait une partie de la population qui était contre Vichy et une autre partie qui était avec Vichy, avec Pétain à la tête. Et cette histoire a créé beaucoup de retombées où les dividendes se sont fait profiter dans des pays qui ont subi directement cette situation et qui ont compris l'avenir de l'Afrique. Voilà pourquoi le Sénégal s'est placé dans cette posture. À la veille de l'indépendance, il avait déjà beaucoup de philosophes, beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains par rapport à d'autres pays africains qui ont réveillé le subconscient nationaliste qui a fait que le peuple sénégalais est un peuple aguerri. Très bien. Sur le plan de l'idéologie politique, c'est très différent de la République démocratique du Congo. J'ai dit que la République démocratique du Congo n'est pas dans cette diapason, puisque la réalité palpable nous renseigne. La réalité existentielle que nous vivons ici au Congo nous démontre que le peuple congolais est un peuple opportuniste, qui n'est pas décisif, qui n'est pas caractérisé par, c'est-à-dire une détermination politique vers une cause idéalisée. Donc ça pose déjà problème. Et c'est un peuple qui n'agit pas à l'immédiat, mais qui attend les conséquences pour agir. Alors que quand on agit à travers une conséquence, on est dans une position de faiblesse. Voilà pourquoi Mobutu a fait 32 ans. Voilà pourquoi Kabila est allé au-delà même de son mandat. Et on espère bien qu'avec cette restructuration que nous escomptons, voire dans cette législature, qu'il y aura des formes drastiques qui permettront à ce que cette population soit réellement guérie. Mais au fur et à mesure que l'expérience politique avance dans notre pays, le peuple congolais s'est fait mature et nous espérons que demain, le peuple congolais comprendra où est sa place dans la politique active. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous êtes sur CML 13, vous le faites bien, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. CML chez vous, votre magazine de tout le temps et de tout le jour. Allez, nous recevons pour vous Maître Fabrice Péléné. Je l'ai dit, il est cadre du parti politique MLC, il est président de la jeunesse avenir du MLC, candidat député Maléré à l'élection de 2023. Avec lui, nous avons justement essayé de décortiquer la situation du Sénégal. Il a rendu ici hommage au peuple sénégalais, la jeunesse, la justice, aussi les caractères d'homme d'État d'Ousmane Sonko. Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle justement arrivée au niveau du Sénégal? À vous également qui nous suivez de pouvoir répondre à cette question, réfléchir pour que le peuple congolais se comporte aussi comme le peuple sénégalais, parce que nous en avons besoin pour le développement de la République démocratique du Congo. Allez, c'est parti pour notre première thématique. Maître Fabrice, nous parlons de la réplique aujourd'hui du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui qualifie Paul Kagame de perturbateur après l'attaque, je dirais, de Paul Kagame sur Jeune Afrique, qui dit qu'il ne va pas négocier avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'à ce que Félix va retirer ce propos, comme quoi Félix avait promis lors de la campagne électorale qu'il fera la guerre contre le Rwanda, et également il va changer de régime rwandais, parce que selon Félix Tshisekedi, il estime que le peuple rwandais et le peuple congolais n'ont pas de problème, mais le problème c'est les régimes. Paul Kagame, c'est pourquoi, et selon lui, il pense qu'il va changer ces régimes. Raison de la République de l'attaque de Paul Kagame qui dit qu'il ne va pas discuter avec Félix Tshisekedi parce que Tshisekedi ne mesure pas les conséquences de ce propos. Hier, Félix Tshisekedi s'attaque encore à Paul Kagame pour le traiter de perturbateur à quelques jours même de négociations parce que c'est attendu de partout. Est-ce que cette crise pourrait favoriser comme ça les discussions et que les deux présidents seront sincères l'un envers l'autre? Question de pacifier l'Est de notre pays. Il y a un ancien adage chinois qui dit que si vous cachez la vérité aujourd'hui, demain la vérité se moquera de vous. Très bien. L'ère n'est plus au discours ni aux paroles, moins encore au colibé ou avec des expressions relayées comme un jeton. Mais le fait c'est que ce sont les actes qui comptent. Très bien. Il y avait un problème pour l'identification de l'ennemi. L'ennemi aujourd'hui est clairement identifié. Il y avait un problématique pour orienter les objectifs de l'ennemi.
Aujourd'hui, nous connaissons le soubassement et l'orientation de l'objectif de l'ennemi. Le pillage systématique de notre ressource. Et ils ne cesseront pas tant qu'il y aura du miel. Mais revenons dans la partie RDC. Nous ne pouvons pas continuer à assister au même scénario que ce qui a toujours été depuis aujourd'hui 30 ans. Parce que nous connaissons qui est l'ennemi et qui est derrière l'ennemi. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les rapports de force. Alors les rapports de force, ce sont les équilibres relatifs à la position de chacun. Puisqu'il faudrait que se le dise, les Américains et les Européens jouent double jeu. Ils sont derrière le Rwanda, à travers l'accord qui a émané de l'invasion du Congo, c'est-à-dire avec l'AFDEL où il y a eu des contrats obscurs qui se sont faits aujourd'hui, qui se matérialisent avec des grandes sociétés comme des Glencore, des Tech Fungo, mais pour ne citer que cela. Mais ils sont aujourd'hui dans les seuls Congolais continuer à perpétrer le complot qui a été mis à mal contre la République démocratique du Congo en 1996. Mais il n'y a plus de questions à se poser à la phase actuelle. Il y a maintenant des actes à poser. Parce que moi, je l'ai dit toujours, le monde a toujours eu des tendances. Même Dieu, quand il a créé le monde, il a mis le positif et le négatif. Si le positif ne tient pas, on va vers le négatif. Nous avons beaucoup de pays dans le monde qui ont fait face à la même situation, qui se sont libérés et aujourd'hui se sont vus être dans une intégralité libérale pour aujourd'hui prétendre à un développement. Et ils sont dans ce développement, aujourd'hui, le monde compte sur eux. On peut prendre des exemples comme le Vietnam. C'est pratiquement la même situation. Ne vous en faites pas. Vous savez, l'Occidentaux cèdent et ils concèdent. Et évidemment, cela n'arrive que lorsqu'il fait face à un contrepoids à hauteur de son oppression. On ne dit pas qu'aujourd'hui, il faut nécessairement faire des alliances contre Américains, mais on peut réitérer les mêmes alliances, mais avec des partenaires fiables, puisque nous sommes dans une coopération internationale où nous sommes un pays souverain. Alors nous avons toutes ces capacités d'exercer cette souveraineté à travers une coopération militaire intègre où nous aurons des partenaires de choix qui vont nous fournir des armements pour contrer cette menace. D'abord le fait que nous sommes dans une phase où nous sommes agressés, mais la charte de l'ONU est claire là-dessus. Tout pays, toute nation a le droit de se faire cesser une agression, conformément à l'article 51 de cette charte, qui nous permet aujourd'hui de ne plus accepter qu'un pays tiers puisse dominer la République démocratique du Congo, même si c'est sous couvert des Américains ou des Occidentaux, parce que cela s'est déjà produit dans le monde. Ce n'est pas une situation unique, et on a vu comment ces pays-là s'est protégé, à l'occurrence la Syrie, à l'occurrence l'Égypte, à l'occurrence l'Inde, le Brésil, l'Argentine. Il y a autant de pays dans le monde, on peut citer même la Chine, qui se sont vus dotés d'une capacité dissuasive, peu importe le moyen, mais de contrer une menace nuisible et permanente pour la nation. Aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple du Burkina Faso. C'est un pays qui montre l'exemple. Vous n'allez pas dire que le Burkina Faso est en froid avec les Américains ou les Européens, où il y a rupture diplomatique. Mais l'objet, c'est briser les tabous, les semblants. Le fait que ces pays jouent double jeu en roulant même la communauté internationale parce qu'ils ont des médias puissants. Aujourd'hui, si vous voulez accéder à des informations internationales, vous devez passer par ces médias. C'est déjà une arme absolue que l'Afrique, et particulièrement le Congo, est dans une faiblesse. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait commuer les rapports de force en équivalent et faire face à l'ennemi, à la limite, mettre en place un partenariat privilégié en suivant l'exemple des pays comme le Mali, le Niger, où aujourd'hui, tous les pays du monde sont traités d'égal à égal, conformément à la charte de l'ONU, puisque nous sommes tous deux pays souverains. Et il faudrait savoir, le plus fort dominera toujours le plus faible, tant que le faible l'acceptera. Et aujourd'hui, le Congo est faible. En partie, le Congo l'accepte parce qu'il n'a pas encore noué des relations privilégiées avec des pays qu'il faut pour contrer cette menace. Alors maître, vous venez là de dire qu'il faudrait arrêter, nous devrons arrêter d'assister à des scénarios d'il y a 30 ans. Et ma question est celle de savoir, pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le pays, je parle bien sûr de la RDC, a fait des avancées significatives en ce qui concerne justement ces rapports de force, ou il est en train de commencer justement à le faire? Vous savez, dans cette question, il y a aussi un problème de génération. Il y a cette génération qui ne voit pas les choses de la même façon. Parce que nous devons comprendre ici que la paix se gagne. Et il faudrait se libérer soi-même. Attendre que la libération vienne d'autrui
est pratiquement impossible. Parce qu'aujourd'hui, le fait pour nous de détecter, de déceler, de comprendre les vrais problèmes devait changer notre posture politique en termes de comportement sur le plan militaire. Mais vous êtes d'accord avec moi que rien ne change. Pourquoi? Le même partenaire avec qui nous avons eu à nous confronter sur les mêmes questions, aujourd'hui quand vous allez dans la table de négociation, vous verrez les mêmes personnes. C'est-à-dire que nous faisons du rond-point. Nous n'évoluons pas. Parce que nulle part dans le monde, aujourd'hui, les gens meurent comme à la République démocratique du Congo. Et c'est semblant fait exprès. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays riche. Alors d'où vient la faiblesse? Pourquoi ce manque d'évolution? Cette faiblesse vient par la position politique de nos autorités. Qui, en fait, ne veut pas changer le système de défense. Qui, en fait, ne veut pas voir autre chose que ce qui s'est toujours passé. Ne veulent pas changer de privilèges, des partenaires privilégiés en termes de coopération militaire. Nous voyons aujourd'hui les rapports de force qui existent dans le monde. Il y a le BRICS. Justement. Aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez que sur le plan de la dissuasion politique, sur le plan de l'efficacité, en termes de renforcement des capacités, de la géostratégie militaire et politique, le BRICS est placé en première position que le bloc occidental. C'est-à-dire, là où il y a plus de ressources, de capacités à contraindre une menace venant de l'Occident, le rempart c'est le BRICS. Et le monde traverse aujourd'hui une phase où les pays du monde doivent faire le choix. Nous sommes exactement dans la même situation qu'après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait le nouvel ordre mondial qui s'était installé, et il y a des pays dans le monde qui avaient pris position, et aujourd'hui ces pays se trouvent être confortés par rapport à la position qu'ils avaient prise. Il y a même eu un adage qui est sorti juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui a parlé des pays non alignés. Vous êtes des grands journalistes et je suppose que vous connaissez cette question. Mais parmi les pays non alignés, on avait des pays comme la Inde, qui ne voulaient pas se ranger dans le camp des Occidentaux uniquement par prestige d'appartenir, mais par raison d'appartenir. Alors, nous estimons aujourd'hui qu'après, depuis 1960, nous avons fait allégeance à une orientation politique mondiale qui est le bloc occidental, mais qui n'a produit aucun fruit, qui n'a donné aucun plus-value pour la République démocratique du Congo. Alors que le monde est tendancieux, avec la nouvelle vague qui reflète exactement, comme je viens de le dire, ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée de la force du BRICS, où nous avons le pays comme le Brésil, le pays comme l'Afrique du Sud, le pays comme la Russie, la Chine, tant d'autres pays qu'on peut citer, l'Argentine et autres. C'est une position politique dans le monde aujourd'hui qu'on peut jeter notre dévolu, on peut jeter un regard pour contrer la menace permanente qui nous a toujours effrolés, qui nous a toujours mis les bâtons dans les roues depuis 1960. Et rien ne nous empêche de le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a une certaine complaisance dans les chefs des autorités qui sont dans cette philosophie de 1960, que soit on est pour les Occidentaux, soit on est vilipendé, mort, ou on est sans issue. Alors que c'est faux. Restant dans cette philosophie, dans cette posture, la guerre ou la crise dans la partie est de la RDC est encore loin d'être finie ou vaincue. Vous estimez? Dans la position actuelle, le Congo est en position de faiblesse. Puisqu'il faudrait qu'on se dise des vérités. Le Congo n'a pas encore opté pour une orientation. Alors cette phase où nous tergiversons pour nous orienter, constitue un talon d'Achille, un épée de Damoclès à tout moment qui nous est défavorable. Parce que dans le pillage systématique du Congo, rien n'a changé. Dans la situation meurtrière du Congo, rien n'a changé. Mais on ne fait face qu'au dialogue. Depuis l'invasion des AFDEL, aujourd'hui, nous avons 60 dialogues. Allez visiter ces... Il faut arrêter avec le pourparler, il faut passer au rapport de force, c'est clair. Mon langage est clair. Et dans ces rapports de force, nous avons des tendances aujourd'hui dans le monde. Le nouvel ordre mondial, à travers le bloc occidental, et les BRICS, qui constituent une révolution mondiale à travers des pays qui ont opté pour un autre système politique dans le monde. Vous savez, c'est Dieu qui a créé la terre. Quand Dieu a créé la terre, il a laissé la libéralité à chaque nation de se faire un choix. Ce n'est pas véridique ou un verset biblique de dire que non, pour que le Congo évolue, le Congo doit compter forcément sur une position politique mondiale qui est le bloc occidental. Sinon, les autres pays dans le monde n'existeront plus. Mais aujourd'hui également, si vous allez dans la facteur de développement sur le plan géopolitique, les villes les plus développées dans le monde ne se trouvent pas en Occident. Les villes les plus développées dans le monde se trouvent en Asie.
ou en Amérique du Sud. Ça, c'est une réalité existentielle. Et la plus grande agglomération sur le plan démographique dans le monde ne se trouve pas dans le bloc occidental, se trouve dans le bloc asiatique oriental, disons. Et aujourd'hui, le capitalisme, je mets entre guillemets le mot capitalisme, puisque là j'évoque la puissance économique. Dans le monde aujourd'hui, le pays le plus puissant qui détient le plus grand capitaux en termes de ressources sur le plan de la finance publique se trouve en Asie. Puisque aujourd'hui, sur la fortune mondiale, 60% de la fortune mondiale revient aux BRICS. Vous êtes informés. Très bien. 40% revient au bloc occidental. Et l'Afrique a pratiquement 2%. C'est-à-dire que nous devons comprendre aujourd'hui où se trouve l'équilibre des forces. Mais si celui qui détient 40% menace le monde, où faire rempart? Alors, Si c'est lui qui détient 60% du monopole de l'économie nationale, on sait qu'au moins, sur ce plan, Lucie est connue. alors, Maître Fabrice, en toute impartialité, s'il faudrait aujourd'hui évaluer l'apport du VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, son apport justement pour la pacification de l'Est, est-ce que nous pouvons ici dire que Jean-Pierre Bemba est-il aussi complaisant? Parce que vous parlez ici de la complaisance de nos autorités qui veulent qui adoptent justement le comportement de ceux de 1960, parce que vous voulez ici que la République démocratique du Congo change de paradigme justement sur cette question afin de trouver la paix à l'est de notre pays. Est-ce qu'en toute impartialité, Jean-Pierre Bemba est-il aussi complaisant au regard de son apport pour la situation à l'est de notre pays? Vous savez, avec toute rationalité, vous devez faire la différence entre être à la tête d'un ministère, appliquer la vision du chef de l'État, et être lui-même dans l'application de sa propre vision. C'est très différent. Jean-Pierre Bemba est le ministre de la Défense. Sous le parrainage du président de la République, il applique la vision du président de la République. Moi, je suis de l'Union sacrée. Nous ne devons pas être complaisants face aux vraies réalités des choses. Très bien. La marge de manœuvre que détient Jean-Pierre Bemba ne lui mettra jamais dans une position où il fera imprimer sa philosophie dans cette situation de guerre que nous vivons. Donc pour faire appliquer Il y a la philosophie, un bémol. il faut qu'il soit président de la République. C'est ce que vous pensez? Bon, en contrepartie, je dis que comme l'air n'est pas dans cette situation, la vision qui s'applique est la vision du président de la République. Très bien. Mais Félix Tshisekedi. en parlant du président de la République, puisque nous avons voulu qu'il soit réélu, mais il y a aussi un constat majeur qui se fait que nous constatons que le président ne s'assume pas. Le président ne s'assume pas. Le président ne s'assume Allez-y, pas. démontrez-nous. Et nous le disons pour l'amour du pays. Puisque vous savez, en langage diplomatique, les reculs constituent un échec. Puisqu'on se dit que quand le président s'engage dans une direction à travers des propos fermes, c'est-à-dire il ménage toute une population. Très bien. Il prépare la population à cet effet. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez jamais gagner en politique sans le peuple. Très bien. Mais quand vous vous entraînez, vous préparez votre peuple et qu'à l'issue de cette préparation, vous débouchez à autre chose, vous mettez même votre population en confusion. Parce que Ça quand démoralise, ça décourage. ça décourage. Très bien. Et ce qui est vrai, le président avait pris une posture qui avait motivé la population. De faire la Mais en dernier ressort, il y a eu une rétractation qui a mis aussi en confusion cette même population. Puisqu'on supposerait que le président non seulement ne s'assume pas, mais ne tient pas un langage d'effort. Ce qui est évident, il y avait des lignes rouges tracées par notre président Tshisekedi. Mais ces lignes rouges se sont transformées, pour ne pas dire en substitution mea culpa, mais à une autre chose que ce qui a été engagé. Et ça À donne la moindre escarmouche, il fera Voilà, la guerre. voilà, j'aimerais pas en répéter la même chose. Après, il vous dit qu'il n'a pas été formé pour la guerre. Voilà, il n'a pas été vous savez. formé pour faire couler le sang. Il est là pour des négociations, pour des discussions. Ça frise. Je demanderai au président d'être dans une détermination sur le plan des engagements vis-à-vis de la population. Alors, mais maître- c'est très important. Et à la phase actuelle, nous devons comprendre que sans sacrifice drastique sur le plan de la vision politique de notre État, nous ne gagnerons pas cette guerre. Alors, maître, pendant les élections, Jean-Pierre Bemba était encore VPM de la Défense, justement. Alors, c'est sur base de quel plan sur la question de la sécurité à l'Est de notre pays que Jean-Pierre Bemba a soutenu Félix Tshisekedi? Parce qu'on estime que Jean-Pierre Bemba est en train de travailler sur la vision du chef de l'État.
mais parce que celui, les patrons de ces secteurs, on estime qu'il pourrait justement apporter également son idée au président de la République, question de la mettre en pratique. Je parle de l'idée de Jean-Pierre Bemba. Mais c'est sur base de quoi alors Jean-Pierre Bemba a accompagné Félix Tshisekedi? Non, mais vous savez, la politique, c'est pas seulement faire la guerre, c'est aussi consolider, c'est-à-dire le pouvoir public à travers un accroissement majeur où on parlerait d'un développement intégral. Puisque ce qui fait mal aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la guerre. Et Jean-Pierre Bemba ne peut jamais prendre une décision sans que cela ne soit passé par le Conseil des ministres et validé par le président de la République, puisque c'est un ministre sectoriel. Vous devez comprendre qu'il y a une vision qui est mise en œuvre. C'est pourquoi je dis, conformément à ce que je venais de dire, nous sommes dans un choix politique mondial. Si la politique de la République démocratique du Congo s'articulait sur, s'alignait sur le bloc, comme je l'ai dit, des Occidentaux à travers ce nouvel ordre mondial, on comprendrait directement c'est quelle vision qui est imprimée. Et c'est cette vision qui a toujours été imprimée depuis 1960. Mais qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Nous sommes dans une autre philosophie en langage libéral, puisque nous sommes des politiques, nous réfléchissons. Très bien. Comme le monde évolue, il ne serait pas c'est-à-dire nécessaire de continuer dans la même voie où nous n'avons jamais eu de solution. Alors, maître, pendant que la RDC, une dernière question avant de donner la parole de Mme Tania, pendant que la RDC a pour partenaire privilégié les États-Unis d'Amérique, est-ce que nous serons capables comme ça d'adhérer les BRICS que vous qualifiez aujourd'hui comme la révolution mondiale? Est-ce que la RDC sera capable d'adhérer les BRICS? Est-ce que cette posture ou le fait pour nous d'avoir comme partenaire les États-Unis d'Amérique nous met en difficulté de pouvoir changer de pôle justement? Ne parlons pas de partenaires à vie. Parlons plutôt d'un partenariat privilégié et circonstanciel. Parce que quand j'évoque les BRICS, ce n'est pas un faux. C'est une réalité mondiale. Très bien. Le BRICS n'est pas nuisible. Le BRICS n'est pas nimosique. Puisque on doit lever cet équivoque du fait que quand on parle du BRICS, on voit les camps négatifs. Non. C'est péjoratif de cette façon de voir les choses. On voit Poutine, voilà, puisque je me dis déjà que les gens qui nous suivent disent que Maître Alinguito qui n'est pas Poutine. Non. C'est une autre vision du monde qui s'imprime dans le caractère existentiel de la réalité vivable. Je vous ai parlé des tendances du développement. Aujourd'hui, c'est en Asie, mon frère. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous irez dans le pays du monde, les opportunités aujourd'hui se trouvent en Asie. Pour preuve, la majorité des sociétés qui viennent en coopération en termes de neutralité, du partenariat d'égal à égal, ce sont des sociétés asiatiques. Le monde aujourd'hui est construit par les Asies. Allez voir les marchés qui se gagnent dans le monde. Vous verrez qu'il y a la Turquie, vous verrez qu'il y a la Chine, vous verrez qu'il y a l'Inde, vous verrez qu'il y a Taïwan. Taïwan d'ailleurs qui est le premier producteur de de semi-conducteurs au monde. Tout ce que nous utilisons comme gadgets électroniques est fabriqué en Thaïlande. Mais les produits de première nécessité viennent d'Afrique, particulièrement au Congo. Mais arrachés de quelle manière? De cette manière que nous contestons ce qui nous amène à une guerre. Mais le contexte est bien établi pour faire un choix de développement. Et pour que cela soit matérialisé et effectif, il faut commencer par imprimer une nouvelle vision et une nouvelle philosophie politique, en commençant par les orientations du numéro 1 de notre pays, le président de la République. Le peuple est derrière lui. Il lui suffit de prendre des bonnes décisions, canaliser, orienter, et ça ne sera pas sournoise. Alors maître, parce que tout à l'heure là, vous venez en quelque sorte de reprocher au président de la République le fait pour lui de se rétracter souvent de ses propos, vous pensez que ça revient au même avec le propos du président rwandais qui dit que le président Félix Tshisekedi est capable de tout, sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit? Je n'aimerais pas me mettre à la position ou prendre parti sur ce que dit M. Paul Kagame, puisque c'est le problème du Congo. Ici, je parle du fait de s'assumer. Parce que si on le dit aujourd'hui, en commençant par ces langages de tir à tir, c'est le président Félix Tshisekedi qui avait dressé des moratoires avant de poursuivre tout débat.
Si vous vous souvenez bien. Exactement. Mais aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. Le contexte est que c'est aujourd'hui Paul Kagame qui dresse des moratoires avant de rencontrer le président en lui demandant de retirer des propos. Pourtant, Félix Tshisekedi avait dit, il avait posé comme condition que le Rwanda accepte de retirer son armée et que le M23 aille au cantonnement. Tout à fait. Voilà. Et à ce moment-là qu'on parlerait de dialogue. Très bien. Mais comment comprendre ces paradoxes? C'est ce qui me renvoie à dire que le président doit s'assumer. Puisque quand le président parle, il parle au nom de tous les Congolais, y compris vous et moi. Est-ce que ce qu'il dit, nous l'assumons? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, il oriente, il charge le peuple à travers une position que lui-même demain désiste ou change de camp. C'est pourquoi j'ai dit, le peuple ne le suit pas, ça décourage et ça rend faible la politique de notre État. Je pense que je l'ai dit en tant que membre effectif de l'Union sacrée cadre du MLC, et nous voulons que cet équivoque change. Vous pouvez être fort, mais si celui qui commande a des imprécisions, si celui qui commande n'a pas la flexibilité de son engagement propre à travers ce qu'il dit, il faudrait que la riposte sera très difficile et ça frisera les lanternes aussi dans la défense nationale. Alors, maître, c'est vrai, on a bien compris votre lecture sur la situation de l'Est. Vous dites qu'ici, que l'air n'est plus à la complaisance. Vous voulez en tout cas que l'État congolais soit responsable, se prenne en charge. Question de mettre fin à la sécurité à l'Est. Mais que dites-vous, maître? Parce que hier, nous avons suivi tous le briefing du VPM des Affaires étrangères qui est revenu sur les accords justement entre les accords de l'EAC, tout ça. Et selon le VPM des Affaires étrangères, il pense que c'est il pense que la SADC pourrait justement apporter cette fois-ci des solutions vis-à-vis de nos problèmes que nous avons à l'est du pays, parce que le VPM des Affaires étrangères a dit ceci. Vous voyez l'EAC qui vient à l'est et nous dit que nous ne sommes pas venus attaquer, nous sommes venus justement pour créer une zone tampon. Donc cela veut dire que l'EAC n'a pas été vrai face à la situation de l'Est de notre pays et confirme que la SADC va justement attaquer. Mais est-ce qu'au regard de tout ce que vous avez dit, parce que vous ne voulez plus de la complaisance face à cette situation à l'Est, est-ce que vous pensez qu'on doit vraiment aujourd'hui faire confiance à la SADC? Parce que ça s'avère aujourd'hui la seule option qu'on a sur la table au regard de colliber entre les deux présidents, au regard des attaques. La seule option aujourd'hui, c'est la SADC. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut toutefois faire confiance, comme le VPM des Affaires étrangères l'a dit, Christophe Lutundula, il a dit, faites confiance à la SADC dans ce propos. Mais est-ce que le Congolais doit aujourd'hui faire confiance à la SADC? Question de trouver une solution. La diplomatie congolaise ne peut plus être rétrograde dans la phase actuelle, puisque face à des problématiques idoines, face à des problématiques bien déterminées, il faudrait des solutions idoines. Très bien. J'estime aujourd'hui que nous sommes dans une situation où nous nous donnons l'impression de compter sur d'autres pour trouver les solutions de notre pays. Ce qui est d'abord une erreur stratégique majeure. Parce que ce qui est vrai, le gouvernement l'a avoué, que l'EAC était une erreur de parcours. Très bien. Nous l'avons assumé. On ne peut plus répéter les mêmes erreurs. Parce que, quels sont les pays qui constituent l'EAC? Bien que je l'ai dit que le gouvernement a reconnu que c'était une erreur stratégique. Vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda, vous avez le Soudan du Sud, vous avez le Burundi, vous avez le Kenya, vous avez l'Ouganda, que des pays agresseurs. Très bien. Mais quels sont les pays qui constituent la SADC? Vous avez la Namibie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, le Mozambique et l'Angola, ainsi de suite. Que des pays non agresseurs. Très bien. Donc, c'était un choix dont il fallait se pencher un peu plus tôt que ça, dans la situation actuelle, parce qu'on le sait aussi bien que, même à l'époque de Mobutu, on parlait de l'EAC, en termes de la sécurité sous-régionale et de la CRJL, en termes de la stratégie économique. Mais nous avons laissé cette lignée pour aller vers l'EAC, bien que c'était une erreur stratégique. Alors moi, j'ai dit, qu'est-ce qui nous a poussé
à aller dans cette situation, c'est l'orientation politique qu'a pris notre pays à travers l'arrivée des infiltrés qui ont non seulement infiltré le Congo, mais ont poussé le Congo vers une économie tendant vers l'Est, que nous n'avons jamais connu depuis 1960. C'était déjà un problème. Parce que l'influence aujourd'hui au Congo tend vers l'Est. Les pays de l'Est que nous citons ici, c'était des pays qui étaient dépendants du Congo. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement l'inverse. Mais regardez aussi si vous rentrez dans la réalité politique de notre pays. Vous avez la facilité d'accéder à des pays subsahariens directement à travers la République démocratique du Congo. Très bien. Mais vous avez du mal à accéder aux pays de l'Est directement à travers la République démocratique du Congo. Il faut passer par des zones de guerre. C'est un problème. Le fait déjà que le Congo, les Congolais, nous ne comprenons pas. Pour commencer d'abord par sauver notre pays, il faut relier les territoires de l'Est à l'Ouest. Aujourd'hui, si vous avez la facilité d'aller à l'Est, vous avez la facilité de comprendre ce qui est à l'Est et vous avez la capacité de comprendre, de combattre ce qui est à l'Est. C'est déjà un problème géostratégique. Comment depuis 1960, il y a incapacité d'aller d'Ouest vers Est? C'est fait exprès. Ne voyons pas seulement cette guerre sur le plan militaire, mais voyons-la aussi sur le plan économique. Aujourd'hui, vous savez, tout ce qui se nourrit à l'Est vient de l'Est du pays. Tout ce qui est produit à l'Est de l'Afrique, c'est limite à l'Est du Congo. C'est comme si l'Est du Congo était déjà furtivement un autre État. Sur le plan furtif, comme je l'ai dit, c'est comme si les gens de l'Est vivent une autre réalité et les gens de l'Ouest vivent une autre réalité. Parce que pour commencer par développer un État comme l'a fait les Américains, il fallait d'abord commencer par relier les pays. Vous savez, les États-Unis sont devenus États-Unis d'Amérique le jour où l'ingénieur, son nom m'échappe, a relié New York à Los Angeles. C'est ce jour-là où on a dit que non, nous parlerons maintenant des États-Unis d'Amérique. Il y a un problème sérieux dans cette histoire. La SADC n'apportera pas de solution, mais ça sera un partenaire privilégié. La solution doit provenir des FARDC, notre armée, sur sa capacité militaire, de se doter de moyens de défense de manière efficace et aguerrie, et de contrer cette force négative. Comment se doter de cette capacité militaire? Je viens de le dire ici, nous sommes face à un choix mondial. L'heure est venue au peuple congolais de choisir la réalité et la vraie direction. Aujourd'hui, la solution pour le Congo, c'est les BRICS. Je pense que je suis clair dans cette question. En dehors des BRICS, attendons-nous à un soudoiement parce que nous sommes un pays riche. Tant que cette richesse constituera le miel de ceux qui le sucent à ce moment, il nous sera très difficile d'arracher cette miel de la bouche de nos oppresseurs sans la force et sans un rapport de force dissuasif venant des BRICS. C'est vrai, vous venez de le dire, la solution aujourd'hui c'est le BRICS, mais maître, ne pensez-vous pas qu'il faudrait aussi tout d'abord privilégier le processus de paix de Nairobi et de Luanda? Mais ça, c'est le langage préféré des Rwandais et de nos agresseurs. Et non de Congolais. Et non des Congolais. Vous savez, ce langage-là, c'est comme j'ai dit, on nous a introduit dans la bouche. Qu'est-ce que vous parlez par... vous avez utilisé encore quel terme les processus de paix. Voilà. Vous savez, dans les journaux télévisés, combien de fois nous avons entendu ces mots-là? Processus de paix. C'est quand même gravissime, non, madame? On doit continuer à l'attendre. Puisque c'est un processus de paix, quand viendra cette paix? Puisque ça fait 30 ans qu'on tue des Congolais. Et ces mots-là est récurrent. Non, il faut changer d'équivoque. Le processus de paix viendra à travers un rapport de force équilibré, à travers une coopération relevant du choix de la vision mondiale, et ça sera un acquis pour un début de la sortie de cette crise. Puisque aucun processus de paix entrepris entre les belligérants, c'est-à-dire les protagonistes qui ont commencé cette agression avec nous, n'aboutira à rien. Il faut aujourd'hui changer de posture et faire un choix. S'il faut sacrifier, parce que les autorités politiques craignent un sacrifice. Il se dit que non, voilà, aujourd'hui Lumumba est mort parce qu'il a opté pour tel choix. Mais si nous n'aurons plus de Lumumba mort pour cette même cause, le Congo ne se libérera jamais. Très bien. Il faut accepter d'autres Lumumba. Nous en avons déjà eu 2 avec Mouzé, puisque ce qui est vrai, bien que Mouzé soit venu avec les rebelles, si sa philosophie politique était appliquée aujourd'hui, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est parce que les Congolais craignent une puissance dominatrice
qui nous a toujours pris en otage avec une menace permanente d'éliminer tout leader politique qui cherchera à sortir de cet équivoque du bloc occidental. Mais nous demeurons en enfer. Alors pourquoi demeurer en enfer? Puisque si nous ne le voulons pas, sortons de l'enfer, allons vers autre chose qui peut constituer un paradis. Ne dites pas, c'est comme le musicien dit là, ne dites pas qu'on vous a privé de venir si vous n'avez pas encore demandé. Demandons d'abord, optons d'abord pour ça. Voyons si les conséquences seront les mêmes. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde que nous pouvons nous servir. Et aujourd'hui, nous voyons comment ces pays se comportent et vivent. Ils sont mieux que l'état où ils étaient avant l'indépendance. Très bien. Maître, j'aime en tout cas votre franc-parler. Vous êtes de l'union sacrée, mais vous êtes vrai dans ce que vous dites. Sauf qu'il y a certains qui font de l'hypocrisie. Non, moi je suis pas hypocrite. Il y a certains qui font de l'hypocrisie. Je parle avec mon cœur, c'est ça. Merci beaucoup, Maître Fabrice Pelende, cadre du MLC, président de la Ligue de Jeunes Avenir, président de la Jeunesse Avenir du MLC. Avec lui, nous avons terminé la première thématique. Vous avez retenu, vous également faites vos analyses à la maison, vous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, la diaspora, CML13, votre chaîne, CML Chevaux, votre magazine. Allez, deuxième thématique pour terminer dans quelques minutes. Maître Fabrice Pelende, je l'ai dit de l'entame de ces émissions, justement, que la levée du moratoire sur la peine de mort, proposition de Jean-Pierre Bemba, est-ce une solution malgré les différentes réactions de politiques, des opposants, de ceux de l'Union sacrée, de la société civile, de catholiques aujourd'hui qui s'y opposent farouchement? Vous avez la parole. Et demande l'abolition. Avant d'entamer la deuxième partie, j'aimerais paraphraser mes idées pour dire une chose. Il est temps pour le Congolais de faire le choix sur la vision du monde qui s'imprime pour le lendemain. Moi, Maître Fabrice Pelende, je demande au président de la République, avec tous les Congolais que nous sommes, de s'assumer et de s'orienter vers le BRICS, qui n'est ni une force négative, ni une force contraignante, mais un salut pour les nations libres dans le monde. Et je pense que c'est là où viendra la solution du peuple congolais. Alors, pour embrasser directement votre deuxième partie, notre deuxième partie du sujet, en rapport avec la peine de mort, vous devez savoir que la peine de mort existe en République démocratique du Congo depuis 1940 à travers le code pénal, qui a été bien entendu révisité en 2009 à travers des amendements de certaines dispositions, mais qui garde sa même teneur juridique, qui veut que la peine de mort existe dans notre pays comme sanction pénale. Puisque la peine de mort est une des sanctions, comme tant d'autres, entre autres l'amende transactionnelle, l'emprisonnement, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, les travaux forcés, c'est-à-dire tant d'autres. Ça fait partie des peines. Mais chaque peine est liée à une conséquence sur la réaction sociale et la dissuasion sociale. Pourquoi le législateur pénal a prévu la peine de mort? Pour dissuader et décourager ceux qui étaient dans la même pratique en violation, bien entendu, de la libéralité et des droits de certains citoyens congolais. Donc la peine de mort existe dans notre code pénal. Mais en 2013, puisque le dernier Congolais a été exécuté à travers la peine de mort, c'était en 2003 plutôt. En 2003, excusez-moi, en 2003. Et c'est à partir de cette option qu'il y a eu un moratoire qui a été dressé pour la non-exécution de cette peine. Mais on peut toutefois affliger la peine de mort, mais son exécution pose problème à travers ces moratoires. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut vous condamner à mort, mais vous ne serez pas exécuté. Nous avons des preuves des kidnappeurs qui ont été pratiquement tous condamnés à mort, mais rassurez-vous, ils ne seront pas exécutés parce qu'il y avait un moratoire. Mais maintenant, aujourd'hui, on lève le moratoire. Le moratoire est levé, c'est-à-dire on rentre dans le code pénal où il y aura exécution de la peine de mort. Alors, la question ici qu'il faut se poser, parce que moi je me dis, ça émane de la réflexion d'une personne à une autre, relative à la situation politique que nous vivons actuellement. Si vous lisez les circulaires de Madame la ministre de la Justice, non seulement à travers l'abolition, à travers la levée de ces moratoires, moi en tant que juriste, je me dis, le code pénal prend tous ses effets et l'application est de stricte observance conformément à la loi. Mais il y a eu des précisions dans cette levée du moratoire où on a évoqué l'aspect de la trahison, de l'association de malfaiteurs, de participation au mouvement insurrectionnel, des crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité, l'abandon des territoires ennemis. Mais il faudrait se résoudre à dire que ce ne sont pas seulement ces infractions qui sont sanctionnées par la peine de mort. Il y a d'autres infractions aussi qui sont sanctionnées par la peine de mort, entre autres l'assassinat, c'est-à-dire mettre avec préméditation, complot et tant d'autres. Mais posons-nous la question. Aujourd'hui, s'il y a assassinat, est-ce que la peine de mort sera appliquée conformément au code pénal ou conformément aux circulaires liés à la levée du moratoire? Ça, c'est une question publique. Très bien. Sur le plan du droit, moi, je me dis qu'il y a incompatibilité dans le fait que la peine de mort, la levée du moratoire de la peine de mort soit assujettie à certains types d'infractions et pas d'autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre, messieurs les journalistes. Vous savez que sur le plan du droit déjà, il n'y a pas de base légale qui nous oriente à choisir telle disposition, à faire l'objet d'une sanction en termes de peine de mort et pas d'autres. Pendant que quand vous visitez le code pénal, il englobe toutes les infractions à caractère, c'est-à-dire des peines qui vont jusqu'à la peine de mort. Ça, c'est une question philosophique. On aimerait peut-être que le professeur d'université, le professeur en matière pénale, puisse nous distinguer un peu cette décadence de l'application de cette peine de mort. C'est pourquoi vous avez même vu le cardinal a dit que le concept était flou. Très bien. Puisque nous sommes tous substitués à la loi, c'est la loi qui constitue la base légale. Quand la loi prévoit, on exécute. Quand la loi ne prévoit pas, on n'exécute pas. Parce qu'il y a un droit, on dit ubilex voluit no distinguit. Ubilex no distinguit no distinguere debemus. Là où la loi dit, il est dit clairement. Là où la loi ne dit pas, nous, on ne peut pas distinguer. Très bien. Sinon, faisons une loi qui dit clairement ça. Donc, c'est une question aussi relevant des parlementaires qui doit se fixer sur la réalité et la base légale conformément à l'application de cette peine de mort. Mais nous estimons que nous sommes en politique. Les raisons évoquées nous rallient, si nous observons de près, à tout ce qui est commis à la guerre ou à la situation guerroyée de notre pays actuellement, parce que si vous voyez les infractions que je viens de relever en rapport avec les circulaires de la ministre de la Justice, va vers des criminels de guerre. Très bien. Et nous avons vu aussi qu'il y a eu défection, il y a eu trahison de certains hommes politiques qui sont passés dans l'autre camp. Alors peut-être pour faire cesser cette hémorragie, on s'est dit qu'à travers cette catégorie d'infractions, on pourra quand même dissuader le Congolais à ne pas opter pour telle option. Mais sur le plan juridique, il n'y a pas force de loi applicable. Et donc, entre-temps, ceci constitue un recul ou pas, de façon succincte? C'est rétrograde. Parce que quand vous lisez la Constitution, l'article 16 de la Constitution dit ceci. Puisque nous ne devons pas vouloir une chose et faire son contraire. L'article 16 de la Constitution dit « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de respecter et de le protéger. » Alors, quand on parle de la personne humaine, on fait face à toutes les similarités liées à la personne humaine. La Constitution pouvait aussi dire la personne humaine non coupable d'actes de condamnation est sacrée. Mais là, il s'est limité à la personne humaine. On suppose que dans la personne humaine, il y a et les criminels, il y a et les délinquants, et des personnes vertueuses plutôt. Donc, si la Constitution est censée protéger toutes ces catégories de personnes, à l'égard aussi de la mondialisation et l'évolution des choses, ça serait rétrograde, comme je l'ai dit, de rentrer à quelque chose qui a été mis en cause. Mais sur le plan politique, conformément à la réalité que nous vivons, nous estimons que c'est encore une matière à débattre. Mais sur le plan du droit, c'est pourquoi je dis l'application posera problème, puisqu'il n'y a pas de base légale claire conformément au code pénal. Alors, maître, c'est aussi la question que le Congolais se pose de partout. Pour un Koulouna qui tue un père de famille, que direz-vous à cette famille, à cette veuve-là, à ces orphelins qui ont perdu leur père? Pourquoi? Parce que le Koulouna l'a agressé. Que direz-vous? Est-ce que pour de telles personnes, vraiment leur vie aussi est sacrée? Vous avez posé une très bonne question, d'ailleurs relevant du caractère pédagogique de ma position politique en tant que juriste. Rassurez-vous déjà que le Koulouna ne sera pas mis à mort. On ne l'appliquera pas la peine de mort. Démontrez-nous d'abord. Pourquoi? Parce que ça ne tombe pas dans le champ d'application des infractions prévues par les circulaires. Vous avez lu ces circulaires? Je vais de citer. Le banditisme urbain a été cité. Mais justement, non, mais dans le cadre de ce banditisme urbain, on parle des associations de malfaiteurs
Qui sont malfaiteurs associés à quoi? Vous savez... Les Koulouna également sont malfaiteurs, ils sont associés justement à pouvoir peut-être extorquer, à pouvoir comment accéder dans les résidences d'autrui pour voler le bien, tout ça. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en droit le droit pénal spécial. Pour ériger un fait en infraction, il faudrait que les éléments qui constituent cette infraction soient réunis. À défaut d'un, l'infraction n'existe pas. C'est pourquoi j'ai dit il faut être clair dans les concepts infractionnels. Quand vous commettez un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire préparation, vous êtes dans l'assassinat. La sanction pour l'assassinat, c'est la peine de mort. Mais le moratoire interdit, et dans la levée du moratoire, on le substitue en fait bien précis pour qu'il y ait réellement application de cette peine de mort. Vous comprenez que c'est une matière encore éparse, clairement concis et définie conformément au code pénal. Parce que si je me fie au code pénal, la peine de mort doit être restaurée et appliquée de stricte application conformément à tout ce qui a été prévu comme faute entraînant à une exécution liée à la peine de mort. Donc, c'est bien défini dans quel cadre on peut parler de la peine de mort et c'est-à-dire naturellement ce qui a été dit dans les circulaires. Alors que ça reste un concept flou. Une seconde question. Pour une famille qui a perdu également un père, un militaire justement, un militaire à l'Est, trahi comme ça par les supérieurs, par les officiers supérieurs, que direz-vous, maître, à cette famille-là? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à venger leur père? Est-ce que cette peine de mort, cette décision ne venge-t-elle pas les familles qui ont perdu les leurs? D'abord, vous devez savoir que nul n'a le droit de se faire justice. Il n'y a que la justice pour le faire. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, cette question pourra aussi soulever beaucoup d'encre du fait que l'acte est rétrograde, mais avec comme motivation une réalité politique que nous vivons aujourd'hui. Et pour décourager ceux qui sont partisans de cette réalité politique, l'autorité publique, à travers le ministère de la Justice, a jugé bon de régir certains actes en infraction conduisant à la peine de mort. Et si vous constatez ce caractère dissuasif, va avec la trahison nationale liée à l'intégrité de notre pays, il n'entre pas dans les caractères civils des infractions relativement comme vous parlez de Koulouna. Rassurez-vous qu'un Koulouna ne sera pas mis à mort conformément à ces circulaires. Ils ne sont pas dans cette fourchette. Un criminel aujourd'hui de la cité, un meurtrier de la maison, ne fera pas partie de cette fourchette. Conformément au circulaire, puisque moi je l'ai lu, j'ai compris l'esprit, c'est pour décourager les ennemis de notre pays qui sont en connivence avec l'esprit belliqueux pour déstabiliser notre pays. On a vu des exemples, juste après la défection, le départ de certaines personnes qui aient cette décision. Donc ça a été motivé quelque part par une réalité politique existentielle. Et cette réalité politique, c'est décourager ceux qui vont dans l'autre camp pour faire partie des agresseurs de notre peuple. Maître, est-ce que nous pourrions aussi rejoindre l'hypothèse de certaines indiscrétions qui pensent que la levée du moratoire s'est faite de façon inconstitutionnelle? Bon, vous devez savoir une chose. D'abord, le moratoire, c'est une suspension périodique qui n'abroge pas. Parce qu'il y a une différence entre l'abrogation et un moratoire. C'est-à-dire, tant que l'acte pénal prévu en infraction n'est pas abrogé, elle existe. Et le moratoire étant périodique, à tout moment, l'autorité publique peut soit l'élever, soit peut l'instaurer. C'est-à-dire, ça n'a pas un caractère, comment je peux dire, légal. Quand j'évoque le mot légal, je vois la loi. Puisque le circulaire relève d'un acte réglementaire. L'acte réglementaire n'est pas un acte fondamental. L'acte fondamental, c'est la loi. C'est lui qui a fondé, qui est voilà, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, la peine de mort dans notre loi pénale existe. Mais il y a maintenant l'appréciation relative à l'application des moratoires circonstanciellement constatée dans la réalité existentielle de notre pays. C'est-à-dire les autorités aussi ont une raison que nous ne pouvons pas mettre en cause, mais moi j'aimerais vous rassurer ici que cela ne touche pas aux infractions du droit commun relativement à la délinquance plutôt, non pas juvénile, à la délinquance commune que nous avons toujours eu, comme vous parlez de Koulouna, tout ça. Donc c'est purement stratégique et politique. Mais ces moratoires levés
peut aussi être rétablie. Mais dans tous les cas, la peine de mort existe dans notre pays conformément à l'autre loi, puisqu'elle n'a pas été abrogée. Très bien. Merci beaucoup, maître Fabrice Pelende. Vous avez 2 minutes pour la conclusion. Déjà, oui. Je pense que le pays n'est pas encore dans la bonne direction. Il faudrait se dire des choses vraies. Le peuple a voulu que le président Tshisekedi, et nous également les MLC, nous avons voulu qu'il soit réellement réélu pour représenter notre population, puisque lui-même l'a dit, on ne va plus faire les erreurs du passé. Pour ne plus faire les erreurs du passé, ça nous renvoie à dire qu'il faut faire autre chose. Dans ce qu'il y a dans autre chose, c'est ce que nous proposons ici. D'abord, tracer une vision claire pour l'orientation de notre pays dans les 5 ans qui viendront. Prendre position sur la réalité de la politique mondiale. Aujourd'hui, c'est question de choix. Le choix que le président prendra orientera la position du peuple. Et la faiblesse avec laquelle le président prendra cette décision reflétera aussi la faiblesse dans laquelle notre pays se trouvera. Donc le président doit s'assumer, prendre une position claire. Tout le monde va mourir, mais c'est le salut qui compte. Si aujourd'hui on ne veut pas se sacrifier pour demain, alors on ne sera jamais libre. Aujourd'hui, moi j'ai parlé en tant qu'acteur politique, j'ai donné mes idées qui n'engagent que moi, mais je pense que cette idée aussi pourra être nourrie, renchérie, renforcée dans d'autres diapasons à travers d'autres politiques, pour qu'enfin que nous puissions parler le même langage et amener notre pays vers une direction salutaire que moi j'ai évoqué ici, le BRICS. Très bien, merci beaucoup. Et je vous remercie également pour votre invitation. C'est la première fois que je viens sur cette chaîne. Je pense que ça ne sera pas la dernière. Très bien. Et je serai toujours le bienvenu. Très bien, vous avez... Et j'ai salué en dernier ressort, encore une fois, le président du mouvement de libération du Congo, que nous soutenons la position, nous soutenons l'engagement, les combats à travers l'Union sacrée. On estime qu'à travers nos idées, nous sortirons du Congo dans cette marasme politique. Très bien, vous avez honoré ce magazine. Samuel Chevaux de votre présence, maître Fabrice Pelende. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. En tout cas, les sentiments me reviennent. Très bien, une première fois, mais nous vous promettons que prochainement, vous serez encore le bienvenu. Merci beaucoup. À Madame Tania, merci pour la coprésentation. Merci Monsieur Nathan, merci Maître. Merci Madame. Également à tous ceux qui nous ont suivis. Très bien, à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, la diaspora, merci de renouveler votre confiance à ces magazines, Semel Stress, à ces chaînes, Semel Stress Télévision. Je l'ai dit toujours, restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. On se retrouve demain pour le 3e numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.